Alphonse Mucha, un style unique, celui d'un homme en prise avec les aspirations d'un siècle naissant, un homme tendu aussi vers la cause d'un peuple, le peuple slave, qui ne cessa de nourrir la vie d'un artiste d'exception. Le style Mucha, il est fait de plusieurs sources, de plusieurs influences et j'ai envie de dire de plusieurs aspirations. C'est d'abord un style décoratif qui se veut accessible, immédiat, dans lequel on peut entrer facilement, donc séduisant, fait donc d'un dispositif qui globalement reprend toujours une figure féminine, drapée, parfois avec un peu de nudité, insérée dans un ensemble d'éléments naturels, naturalistes, plus ou moins stylisés, qui l'enchâssent et qui eux-mêmes utilisent beaucoup la courbe, la boucle, donc une boucle qui donne une espèce de dynamisme circulaire avec une petite pointe qui part pour donner un peu de piquant, d'asymétrie à l'ensemble. Les lignes s'entrecroisent et découpent les modèles. Mucha marque là toute la singularité de son geste. Elles sont cernées et en même temps, c'est un style un peu vitrail au fond, c'est une compartimentation comme si le plomb enchâssait ces figures qui donne une espèce d'arrière-plan religieux lumineux aussi à ce style et donc une aura très frappante et qui va au-delà de cette espèce de sensualité immédiate qu'elles ont par ailleurs. Une sensualité formidablement maîtrisée, Mucha est un maître du trait, ce trait qui dessine la vie et la nature, une maîtrise façonnée d'une enfance morave jusqu'aux ateliers parisiens. Il a une facilité incroyable, on sent que c'est un artiste qui n'a pas beaucoup de repentir, qui dessine du premier coup de crayon exactement, justement, avec un sens des proportions infaillible. Alors il a dessiné très tôt, il a un parcours à la fois d'autodidacte et académique traditionnel. Il a étudié un peu à Vienne, il a travaillé dans une entreprise de décors de théâtre. Ensuite, il est allé à l'Académie de Munich et il a voulu poursuivre sa formation à Paris, dans l'Académie Julian, Colarossi. Dans le Paris de la Belle Époque, l'affiche envahit les rues et les boulevards. Toute la capitale se pare d'un art inédit. On l'appelle déjà l'Art Nouveau. Mucha a vraiment créé ce style d'affiche Art Nouveau, dans lequel il a apporté une singularité par rapport à ses contemporains affichistes, qui est vraiment de doubler l'effet très stylisé qui est propre à l'Art Nouveau, d'une transfiguration de la nature en un objet très, très graphique, avec un naturalisme assez fort et toujours respectueux de la figure. Un coup du destin que cette rencontre avec Sarah Bernard. La tragédienne règne sur Paris. Elle fera de Mucha le chef de file de toute une génération de talents, totalement imprégné du souffle frais d'un art qui marquera le début du XXe siècle. Sarah Bernard a besoin un soir de Noël d'une affiche pour son spectacle nouveau une semaine plus tard et l'imprimeur, le Mercier, n'a personne sauf celui qui se trouvait là par hasard et à qui il demande un essai qui s'avère des plus concluants. Sarah Bernard tombe sous le charme de cette nouvelle proposition. Il imprime un nouveau format à l'affiche, c'est très en hauteur, un peu kakémono, japonisant, dans ce courant qui devient très, très influent dans les arts décoratifs et de l'image à Paris à la même époque, et qu'il matine un esprit byzantin avec une espèce de solennité religieuse et sculpturale qui donne à Sarah Bernard, tout en conservant le côté féminin, suggestif de la couleur, une couleur très travaillée.
techniques d'alors bouleversent les usages. La lithographie fait des prodiges et les chefs-d'œuvre du maître commencent à envahir le monde. Mais Mucha, visionnaire, veut voir plus loin, il veut voir plus large. C'est un des premiers à développer un style né, on va dire, d'un grand art, hein, parce que c'est un peintre, un illustrateur, pour quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui le design graphique, qui entend rendre l'utile, le nécessaire beau, et donc adapter un style, un genre d'image à des formes, à des volumes même complètement différents, complètement nouveaux, pour qu'il garde quelque chose d'attrayant, de beau. Et Mucha ira plus loin encore. Et toujours une rencontre en forme de coup de cœur. Cette fois, c'est Georges Fouquet, le joaillier, une carte blanche pour un chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'art totale. Donc Mucha a pu déployer concrètement, mettre en application son art graphique et inventif avec la commande que lui fait Georges Fouquet en 1900 d'une nouvelle boutique rue Royale qui va concevoir entièrement intérieur, extérieur et bijoux proprement dit, ainsi qu'évidemment des éléments graphiques de promotion. Mais comme il le dira lui-même, Mucha ne trouve pas de véritable satisfaction dans le travail décoratif. Il rêve de choses plus élevées pour trouver la lumière, dit-il, dans les coins les plus reculés. Franc-maçon actif et ardent défenseur du peuple slave, Mucha, toute sa vie, développera un art qu'il veut libérateur. C'est quelqu'un qui profondément est attaché à une vision de l'art, à une cause par laquelle l'art doit libérer l'homme. Et l'homme, c'est d'abord son peuple, le peuple tchèque et les peuples slaves, ceux qui sont sous la domination de l'Empire austro-hongrois. Et très tôt, il a ça en tête et au-delà de l'épisode affichiste parisien qui au fond dure 5-6 ans et donc peu de temps, il a en tête donc de revenir à cette cause-là et de servir son peuple. L'épopée slave, un travail de titan, 20 toiles gigantesques, un appel éclatant à l'unité du peuple qu'il chérit, un travail de mémoire hors du commun dont Mucha sacrifiera 20 années de sa vie, reclus dans un château de Bohême. C'est un peintre qui cherche profondément à émouvoir, à toucher, à séduire d'abord, mais après à violenter quelque part. Hein. Dans ces grands tableaux de l'épopée slave, des choses parfois très sombres, très noires, avec des figures qui ont des expressions tragiques. Donc les expressions sont très marquées, il veut interpeller le spectateur, celui qui voit ses œuvres, pour voilà, le faire réfléchir à son rôle qu'il peut jouer dans le destin collectif. Les jeunes filles fleuries des allées parisiennes s'en sont allées, laissant la place à la marche d'un peuple dont Mucha se veut l'extraordinaire metteur en scène. Il faut profondément, d'un point de vue plastique, lire cette grande série, ne serait-ce que par son format, comme une espèce de projet cinématographique par grand plan fixe, parce que ça a la monumentalité d'un écran de cinéma et le côté monumental des grands films de Griffith qui racontent l'histoire. Donc c'est en effet une dimension, on va dire, spirituelle ou parfois émotive qui ont présidé au choix de chacun de ces épisodes.
Plutôt tiède fut l'accueil réservé à l'épopée slave, trop imposante, trop académique au regard de l'avant-garde de la jeune peinture de l'Est. Mais Mucha rêve encore, des rêves qui s'assombrissent, comme les couleurs des années tragiques qui s'annoncent. Tout au fil des années 30, il devient de plus en plus pessimiste. Alors peut-être que le relatif échec de ce grand œuvre l'a poussé dans ces directions. Bon, il y a aussi l'âge, mais aussi l'expérience, on va dire, politique. Donc très très inquiet de ce qui allait venir. Et donc il a, on va dire, haussé d'un cran son art dans le symbolisme et l'appel aux grandes valeurs qui doivent gouverner le monde selon lui, de la sagesse, de la raison, de l'amour. C'est les trois titres d'un grand triptyque qu'il ambitionnait de faire à la toute fin de sa vie. Et puis du côté du puissant voisin allemand, une grande inquiétude. En tant que franc-maçon et grand maître de la loge franc-maçonnique de Prague, il sera arrêté, soumis à la question et voilà, 3 mois après il meurt. On peut dire qu'en effet la Gestapo a hâté la fin de son riche parcours. C'est un peintre qui a voulu donner à l'art une identité à la fois tchèque, à la fois slave, et au fond derrière tout ça profondément humaniste, humaine, et donc qui a cherché l'identité de l'homme et de sa position sur la Terre, si je peux dire, entre une dimension cosmique qu'il a sondée de façon très profonde et une dimension très matérielle, très immédiate.